J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mercredi. Je vous retrouve pour vous donner mon avis sur les derniers films que j'ai vus. Mais avant cela, générique. Parmi les films que j'ai récemment vus, il y a également certains films qui font partie de ce fameux top 10 de mes films préférés de l'année 2020. Tout d'abord Tenet, mon plus gros coup de cœur de l'année 2020. Je dirais aussi 1917, mon second plus gros coup de cœur de l'année 2020. Donc ces deux films-là, je les ai vus en fin d'année 2020. Et il y a aussi un film que j'ai vu récemment, Soul, bien évidemment. Donc si vous avez envie de voir mes avis, n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo top 10. Ah oui, et il y a aussi L'appel de la forêt. Bref, allez voir cette vidéo. Donc, pour commencer, le plus gros flop. Mais ce film, on l'a vu tout récemment, énorme flop. On n'attendait rien de ce film. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'attendait rien. Quand on a vu le résumé, quand on a vu la bande-annonce sur Netflix, on n'attendait rien. Mais clairement, on s'attendait pas à ce que ça soit aussi ridicule. Il s'agit de C'est nous, les héros. Lorsque des envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de notre planète, leurs enfants vont devoir s'unir et apprendre à fonctionner en équipe pour sauver leurs parents et le monde. Pourquoi nous avons trouvé ce film ridicule déjà, on n'est clairement pas la cible. C'est vraiment un film pour enfants. C'est clairement un film qui n'est pas minutieux, qui... Voilà, c'est plutôt grossier. Alors pas grossier dans le sens comment dire, dans le sens vulgaire, c'est pas du tout vulgaire, hein, pas du tout, parce que c'est vraiment un film de super-héros pour les enfants, mais grossier dans le sens où c'est pas minutieux. Il y a certains moments, il y a certaines scènes où on se dit mais quand même, on marche sur la tête, trop gros en fait, trop voyant pour être logique en fait, c'est trop, puis on marche sur la tête, c'est tout ça en fait à la fois. Je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler. À certains moments on se dit mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils sont partis chercher ça en fait? Et pour vous dire, même si c'est un film qui est plutôt ridicule, avec Flavien on a passé un bon moment parce qu'on s'est tapé des fous rires à plusieurs reprises tellement les dialogues, les scènes sont... C'est plutôt ridicule, ouais. C'est en voyant justement C'est nous les héros qu'on s'aperçoit que sur Netflix c'est vraiment inégal. Il y a aussi bien des chefs-d'œuvre, des films juste incroyables, juste oufissimes, et à côté on a C'est nous les héros. Autre film disponible sur Netflix, il s'agit de La nuit où on a sauvé maman. Un frère et une sœur vont découvrir que leur mère est une ancienne voleuse qui a été placée sous le régime de protection des témoins. Un soir, elle va être enlevée pour être forcée d'effectuer un dernier job. Les enfants vont devoir alors faire équipe ensemble pour la sauver au cours d'une nuit remplie d'action. Encore une fois, c'est un film où, comme j'aime bien dire, on enlève son cerveau et on le dépose à côté de soi parce que c'est pas du tout un film où on va réfléchir. Ça se laisse regarder, c'est très léger. C'est vraiment un film qui est là pour amuser la galerie, clairement. Et je pense aussi que c'est un film qui pourrait être très sympathique pour les enfants, puisque c'est des enfants justement qui sont là pour sauver leur mère qui a été kidnappée. Et on voit justement leur cheminement pour la retrouver. Et c'est vrai que c'est plutôt sympathique, voilà. Mais c'est pas du tout le film du siècle. Non. Pire soirée, pareil, qui est disponible sur Netflix. 5 amis qui se sont connus à l'université vont se retrouver 10 ans après pour un week-end entre célibataires à Miami. Une seule règle, tout est permis. Mais avec ce qui arrive à un stripteaseur à cause d'elle, la fête va partir en vrille. Un film de dépôt de cerveau, encore une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scarlett Johansson joue l'héroïne principale. Quand on voit sa filmographie, hein, vous connaissez Scarlett Johansson pour ne pas citer Avengers, Black Widow, Jojo Rabbit, elle a joué dans Marriage Story, enfin bref, elle joue dans tout plein de films. Vraiment tout plein de films, juste incroyable. Et à côté, il y a Pire soirée. Je sais pas. Je suis un petit peu dubitative, voilà, comment c'est possible de passer par un film comme ça. Un truc en entraîne un autre, mais un mauvais truc en entraîne un autre mauvais truc. Donc ça fait l'effet boule de neige et je dirais que c'est plutôt prévisible parce que c'est des choses qu'on a déjà vues plus ou moins dans d'autres films. Mais ça reste divertissant, il y a quand même des scènes qui sont plutôt trash. Encore une fois c'est déjanté, il y a de l'humour. C'est un film qui se laisse regarder, mais... encore une fois, pas un chef-d'œuvre, non. Connecté,
qui est disponible sur Amazon Prime. Alors ce film-là, ce film français, on l'a vu, mais enfin en tout cas comme je consomme pas mal de vidéos YouTube, c'est vrai qu'il apparaissait souvent en publicité sur YouTube et il attisait vraiment ma curiosité, celle de Flavien aussi puisqu'il en avait aussi beaucoup entendu parler de son côté, voilà, à la radio, tout ça. Et bah clairement, voilà quoi. Mais d'abord, de quoi ça parle ? Un samedi soir, pendant le confinement, un groupe de très bons amis se connecte en ligne pour partager un apéritif virtuel. Soudain, l'un d'entre eux est agressé et séquestré en direct par un inconnu sous les yeux de ses amis qui assistent à la scène, impuissants derrière leurs écrans. Ils ne vont pas tarder à découvrir que ce mystérieux inconnu connaît parfaitement tous leurs pires secrets, qu'il compte faire éclater au grand jour les uns après les autres. Alors, connecté, c'est plutôt une bonne idée de base, voilà, bon, même si ça t'est déjà vu dans les films américains, les films, voilà, où c'est par visio, voilà, ça a déjà été vu. Mais là, voilà, ils se servent du confinement, les amis se retrouvent par visio pour faire un petit apéro, et malheureusement, il y en a un qui va se faire agresser chez lui, et il y a un méchant qui va rentrer en jeu, et on va apprendre plein de choses, des révélations, tout ça. Donc l'idée de base est plutôt, enfin, je trouve intéressante, c'est vraiment une très bonne idée, mais finalement le film est devenu assez vite ennuyeux et j'ai finalement pas accroché, à tel point que Flavien s'est endormi une bonne partie du film. Il y a une bonne partie du film qu'il n'a pas vu, tellement il n'a pas réussi à accrocher. Et c'est vrai que le souci aussi avec ce film, c'est que dès le départ, quand le méchant arrive dans le film, j'ai su qui c'était. J'ai su qui c'était parce que cet acteur, bien qu'il joue très bien, il y a plein de films voilà, que j'ai apprécié de lui, mais on sent dans sa façon de parler, parce que dans le film sa voix est modifiée pour ne pas savoir qui c'est, pareil pour son visage il est caché, mais on sait justement, enfin moi j'ai su par ses mimiques, sa façon de parler, j'ai su qui c'était, et c'est vrai que ça a gâché mon enquête, voilà, et ça a gâché mon plaisir de regarder ce film qui au départ était plutôt correct et qui a fini par chuter. Donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu ennuyée, donc ça m'a gâché le film, et finalement voilà, encore une fois ça se laisse regarder, mais heureusement qu'il dure pas 2 heures. Manque, alors Manque de David Fincher, et je crois que c'est tellement rare que je sois aussi peu intéressée par un film de David Fincher, parce que David Fincher c'est quand même Seven, l'étrange histoire de Benjamin Button, c'est Fight Club, c'est Alien, c'est aussi la série Mindhunter, enfin voilà, c'est un réalisateur qui pèse dans le game, j'ai envie de dire. Le scénariste Herman J. Mankiewicz, alcoolique invétéré au regard acerbe, tente de boucler à temps le script de Citizen Kane d'Orson Welles. Et donc là, Manque, qui est disponible sur Netflix, c'est un film qui au premier abord je trouvais plutôt intéressant, le fait de suivre ce scénariste dont j'ai perdu le nom. Non, ça m'embête de perdre son nom parce que c'est un nom qui est connu, bref. C'est plutôt intéressant, mais finalement c'est très lent. Ouais, c'est plutôt lent à certains moments, même à beaucoup de moments, j'ai décroché je ne sais combien de fois, même si pourtant la réalisation je trouve ça plutôt bien, le fait que les images soient déjà en noir et blanc, déjà je trouve ça bien parce que ça se passe à une période où les films étaient filmés étaient en noir et blanc, donc voilà, c'est très cohérent, mais ouais, j'ai pas mal décroché à certains moments, et en somme j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'intrigue définie. Il n'y a pas d'intrigue définie, même si on suit justement ce personnage, ce scénariste qui a réellement existé en plus. J'ai retrouvé son nom, c'est Howard J. Mankiewicz, donc Manque du coup comme le nom. Et ce fil conducteur est entrecoupé de flashbacks de sa carrière en fait en tant que scénariste. Même s'il y a ce fil conducteur, je dois vous avouer que il n'y a pas d'intrigue définie finalement, et c'est plutôt plat en somme, donc toutes ces raisons ont fait que ce n'est pas un Fincher que j'ai aimé. After 2, oui, After 2 qui est disponible sur Amazon Prime, qui est sorti sur Amazon Prime puisque avec la conjecture, le film n'a pas pu sortir en salle, donc il est sorti sur Amazon Prime.
Alors bien évidemment, au niveau du résumé, je ne peux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler le 1, mais en gros, After 2, c'est la suite du 1. Ouais, logique. Et si vous n'êtes pas encore au courant, eh bien, les 2 premiers films After sont des adaptations cinématographiques des 2 premiers tomes de la saga After de Hannah Todd. J'avais déjà fait une chronique du premier film After sur ma chaîne, alors déjà je vous arrête, pas besoin de la chercher puisqu'elle n'est plus disponible, alors que pourtant elle avait bien fonctionné, j'avais fait 30 000 vues en à peine quelques jours, mais j'ai tellement eu de commentaires, mais de commentaires vraiment pas constructifs et des commentaires qui étaient assez virulents, des commentaires de personnes qui s'arrêtaient que sur une phrase, une micro-phrase que j'avais dite sur 20 minutes de vidéo. Finalement, voilà, je l'ai mise en privé. Je conçois totalement qu'on ne soit pas d'accord avec moi, bien au contraire, c'est aussi ça, aussi, on n'est pas obligé d'aimer tous et toutes les mêmes choses, et encore heureux, parce que sinon ça serait bien triste que tout le monde aime les mêmes choses. Donc je conçois qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais quand on m'envoie des commentaires méchants sans qu'ils soient constructifs parce que j'ai dit une phrase, en fait, pour vous expliquer, j'avais dit que la cible de la saga After était pour les personnes d'une vingtaine d'années. Non, effectivement, c'était pas l'âge. En fait, j'aurais pas dû parler d'âge, mais plutôt de maturité. Voilà, donc le débat s'arrête là, mais c'était pour appuyer le fait que, voilà, 13 ans pour lire ce genre de saga-là, je trouve que c'est trop jeune. Voilà, c'était que mon point de vue. C'était ça aussi le fond de ma pensée dans cette première vidéo qui n'est plus disponible. C'était justement que cette saga de films incite des jeunes personnes qui ne sont pas matures à lire les livres, où là, pour le coup, dans les livres, la relation est vraiment toxique, puisque dans les livres, mais Hardin fait tellement de choses, enfin moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais Hardin fait des choses mais qui ne sont pas du tout acceptables. Donc c'est vrai que encore heureux, ce sont des choses qu'on ne voit pas dans les films, pour que justement je pense qu'ils soient plus, pas tout public, mais qu'ils soient plus acceptables en fait pour une grande majorité. Dans le 1, il y a quand même un peu de toxicité vu ce qui se passe notamment à la fin de ce qu'on apprend des révélations. C'est quand même une relation qui n'a pas de base saine à la base, non pas du tout. Mais dans le 2, c'est vrai que c'est beaucoup moins toxique, voire pas, enfin de ce que j'ai en mémoire, parce que je dois vous avouer que j'ai oublié pas mal de certaines scènes. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc oui, je trouve que c'est beaucoup moins toxique que dans le livre, et je l'ai trouvé plus convaincant ce film aussi. Je pense que je l'ai un petit peu plus aimé que le 1, mais après c'est pas un film qui est juste, c'est pas un film qui est incroyable, parce que à mon sens c'est un film qui manque de rythme, qui a beaucoup de lenteur, et c'est ce qui fait que maintenant avec du recul il y a plein de scènes dont je ne me souviens pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont lentes et qui, je pense qu'à ce moment là j'ai dû décrocher inconsciemment, et ouais, il y a plein de scènes dont je ne me souviens pas. Voilà en somme pour cet avis. Je l'ai plus aimé que le 1, alors que bizarrement j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, et c'est vrai que maintenant, en y réfléchissant, je pense que maintenant avec avec les goûts qui changent en grandissant, After je l'ai quand même lu je pense il y a 5 ou 6 ans, je pense que maintenant ce ne serait plus du tout un coup de cœur, parce que les relations toxiques dans les livres, dans les films, partout même, c'est quelque chose que je peux plus lire. Je pense que j'aurais plus de coup de cœur pour le tome 1, et donc au moment où j'avais lu le tome 2, j'avais eu une grosse déception. Ça avait été un énorme flop, parce que c'est quand même un pavé qui avait eu aussi beaucoup de longueur, et c'est vrai que la toxicité dans leur relation se révèle encore plus dans le tome 2 je trouve, et c'est vrai que j'avais eu vraiment un énorme flop pour ce tome 2, alors que là pour le coup j'ai préféré le deuxième film par rapport au premier, malgré ses lenteurs et voilà tout ce que je viens de vous dire. Voilà pour mon avis, en espérant qu'encore une fois les gens ne vont pas enlever juste une micro-phrase et m'en faire tout un pataquès en commentaire. Oui, voilà, c'est quelque chose que j'avais sur le cœur depuis pas mal de temps, et c'est pour ça aussi que cette vidéo n'apparaît plus sur ma chaîne. On m'a posé la question à plusieurs reprises, donc voilà, maintenant vous avez la réponse. Avec Flavien, nous avons regardé Yes Man avec Jim Carrey. Un homme change le cours de sa vie en décidant de dire oui plus souvent, alors qu'il avait l'habitude de répondre toujours non. C'est un film dont j'ai énormément entendu parler, notamment vous savez sur YouTube les fameux Yes Man Challenge, et c'est vrai que c'est un film que j'ai toujours entendu parler depuis sa sortie, et parce que c'est vrai qu'il y a Jim Carrey et c'est un film qui est plutôt connu, hein. Mais ouais, je l'avais jamais vu, et là maintenant c'est rectifié, et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. On l'a vraiment beaucoup aimé avec Flavien. C'est un film qui est hyper sympathique. Jim Carrey, encore une fois, hein, il joue vraiment extrêmement bien. On passe un super bon moment, et c'est original aussi le fait que
ce gars, il est toujours en train de décliner les propositions qu'on lui fait et un jour il va rentrer dans une espèce de enfin, je sais pas une secte mais ouais, enfin si, enfin une espèce de mouvement, voilà, où il faut dire oui à tout pour changer sa vie et c'est ce qu'il va commencer à faire et c'est vraiment un film que j'ai trouvé, mais vraiment qu'on a trouvé vraiment hyper sympathique et encore une fois Jim Carrey, bah, il joue trop bien quoi. Autre film où le personnage principal, ou l'un des deux personnages principaux est joué par Jim Carrey, il s'agit de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui fait maintenant partie de mes films préférés de tous les temps. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas l'avoir vu avant, mais ce film est incroyable. Et il y a aussi donc Kate Winslet, j'adore cette actrice. Joël et Clémentine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joël contacte alors l'inventeur du procédé Laguna pour qu'il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clémentine. Deux techniciens, Stan et Patrick, vont alors s'installer au domicile de Joël et se mettent à l'œuvre. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joël, des plus récents aux plus anciens, et s'envolent un à jamais. Mais en remontant le fil du temps, Joël redécouvre ce qu'il aimait depuis toujours en Clémentine. Luttant de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière chance contre Laguna. C'est un film qui est incroyablement beau, qui est onirique, qui est poétique, qui est extrêmement bien construit avec ses souvenirs, tout ça, enfin c'est extrêmement bien construit. C'est vrai qu'au départ on sait pas trop où on va, je dois vous avouer que je pannais rien du tout, je me dis mais où est-ce qu'on va comme ça, et plus on avance plus j'ai compris et plus c'est un film qui m'a tellement touchée, qui est tellement émouvant, qui est tellement beau et le casting est tellement bon avec Jim Carrey, Kate Winslet, il y a aussi Mark Ruffalo et d'autres acteurs qu'on connaît, il y a Kirsten Dunst aussi, enfin bref c'est un film qui est incroyable, qui m'a fait passer par tout plein d'émotions. C'est un ascenseur émotionnel, c'est un film qui est magnifique, qui est tellement poétique, tellement beau que je vous le conseille trop, mais trop. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez pensé tout simplement des films que je vous ai présentés. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.